Je vais demander à Céline Garisson de venir nous présenter notre prochaine invitée, s'il vous plaît. Céline. Applaudissez Céline, vraiment. Céline, un autre cadeau incroyable que tu nous fais maintenant. Alors, que je vous fais et que notre intervenante va nous faire en fait aujourd'hui, puisqu'on clôture ce Spring Campus avec une intervention incroyable, puisqu'on a une intervenante qui va nous apprendre à être intelligent autrement. Rien de moins. Alors, Esna Caillot nous fait l'honneur d'être là ce matin, l'honneur et l'amitié et l'affection en ce qui me concerne. Esna Caillot est née, je vais commencer d'abord par son parcours académique. Donc, Esna Caillot est diplômée de Sciences Po, diplômée de sociologie. Elle est écrivain. Vous avez la chance d'avoir un de ses livres dans vos tote bags. Elle est conférencière. Mais au-delà de ça, elle a un parcours de vie incroyable. Elle est née d'un père turc musulman, d'une mère danoise protestante, et elle a épousé un catholique normand. Et donc c'est ce parcours incroyable, cette expérience de vie, la rencontre d'autres cultures, d'autres religions, qui ont forgé ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle va vous apprendre comment dans le monde dans lequel vous évoluez, qui est un monde imprévisible, un monde incertain, vous pouvez, grâce à l'apport d'autres cultures, d'autres religions, développer votre intuition, l'utiliser pour entreprendre autrement, mieux, pour bâtir un futur meilleur. Je vous demande d'accueillir Esna Caillot. Bonjour chère Esna, le pupitre vous attend. Et apprenez-nous tout cela sur toutes ces cultures. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien, merci. Bon, et nous on va aller encore mieux en vous écoutant. Voilà, tout ce que je vais vous dire là, c'est le fruit de rencontres sur le terrain, parce que ma principale activité, j'accompagne des hommes d'affaires à l'étranger. Et pour moi, la connaissance naît avant tout d'une rencontre. Voilà. Le monde moderne, qui a pris naissance il y a à peu près 500 ans, s'achève. Un monde nouveau est en train de naître. Ce monde nouveau, les Américains l'appellent VUCA. Certains, vous devez connaître ce terme à la mode, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et dans ce monde nouveau, nous sommes appelés à être intelligents autrement. Alors pour cela, faisons davantage confiance à notre intuition qu'à notre raison. Deuxièmement, ayons les yeux tournés vers, je dirais, vers l'invisible plutôt que le futur qui est désormais imprévisible. Troisième façon d'être intelligent autrement, à la logique cartésienne du ou qui oppose les contraires, intégrons davantage la logique du et, enfin, parce que la logique du et intègre les contraires. Et dernièrement, réhabilitons aussi la sensibilité, car la sensibilité, c'est un don, c'est une force créatrice et non pas un handicap, c'est aussi la sauvegarde de notre humanité. Voilà. Comme je suis face à un public cartésien, évidemment, je fais un plan, ce que je ne fais jamais quand je donne des conférences en Orient ou en Extrême-Orient. Bon. Voilà. Bon, c'est pour ça que j'aimerais parler sans notes, sans plan, mais je me méfie de moi parce que j'ai une pensée en arborescence et donc après, je risque de perdre la structure. Voilà. Je m'adapte à chaque public puisque mes publics sont très, très diversifiés. Alors, premièrement, l'intuition. Pour tous les grands sages, je dirais, d'Orient, l'intelligence supérieure, ce n'est pas la raison, c'est l'intuition. C'est l'intuition, c'est notre troisième œil, notre sixième sens,
source de créativité infinie. La raison, j'ajouterais, et c'est ce que je vais vous montrer, c'est une très bonne servante, mais c'est une très mauvaise maîtresse. Et cette conviction est partagée par nos grands savants, mais aussi par nos artistes. Raymond Poincaré disait « Avec l'intuition, nous inventons, avec la raison, nous démontrons, mais dès que nous commençons à raisonner, nous nous coupons du processus de l'intuition. » Et c'est vrai depuis Descartes et les philosophes des Lumières, nous donnons beaucoup trop de pouvoir à la raison et à la volonté. Alors, qu'est-ce que c'est l'intuition? Excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. J'aurais dû garder le micro, j'ai un micro à main. Bon, qu'est-ce que c'est l'intuition? C'est un processus inconscient qui jaillit soudain dans la conscience sans passer par un raisonnement logique et indépendamment de la volonté. Alors, elle se manifeste, cette intuition, sous forme de flashs lumineux, de ressentis fulgurants, sous forme aussi de rêves interpellants, ou encore, je dirais, d'une petite voix intérieure qui nous dit si nous sommes sur la bonne voie ou la mauvaise voie. Mais parce que ces messages nous dérangent notre zone de confort, nous avons tendance à suivre la voie plus raisonnable, plus rassurante de la raison. Parce qu'avec ses arguments, ses démonstrations, ses explications, évidemment, on a l'impression de savoir où l'on va, même si de plus en plus, cela nous conduit à des impasses. Pour Socrate, l'inconscient détient tous les savoirs. L'inconscient, comme ce mot le dit, c'est la conscience du dedans. Nous savons bien des choses sans savoir que nous le savons. Donc, son fameux « connais-toi toi-même » ne veut pas dire introspecte-toi, mais connecte-toi à cette sagesse enfouie dans tes profondeurs, car il y a en toi tout ce qu'il faut pour que tout marche bien. Et d'ailleurs, vous savez, il se comparait lui-même à une sage-femme, parce que, comme une sage-femme, il faisait accoucher les esprits, comme je vous disais, de ce qu'ils savent déjà sans savoir qu'ils le savent. Alors l'intuition est d'origine mystérieuse. Comme disait Victor Hugo, elle vient de plus loin que l'homme et va au-delà de l'homme. Mes amis, l'intuition ne vient pas du cerveau, mais éclaire le cerveau quand elle apparaît. Les neurosciences n'ont jamais pu démontrer sa localisation dans le cerveau, alors qu'on le sait désormais que la pensée est localisée dans le cortex préfrontal, que les émotions sont localisées dans le cerveau limbique et que les instincts sont localisés dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien. L'erreur courante est de confondre l'intuition avec la pensée, la raison ou encore l'instinct. Les immenses progrès des neurosciences risquent de réduire l'homme à son cerveau et d'oublier qu'il est aussi un esprit au sens spirituel du terme et non intellectuel, puisque comme vous savez, quand on parle d'esprit, on pense à l'intellect. Or, Einstein, mais bien, pas que lui, dit avoir trouvé la théorie de la relativité. Merci Nicolas. Dit avoir découvert la théorie de la relativité en chevauchant un rayon de lumière. Ce fut un jaillissement, dit-il, éblouissant qui s'imposa à moi sans l'avoir cherché. La vérification rationnelle, ajoute-t-il, n'est venue qu'après. Heisenberg, le père de la physique quantique,
connu la même expérience en faisant un séjour sur les plages du Nord. C'est à partir de ce sentiment océanique, comme il écrit, qu'il posa les bases de la physique quantique. Évidemment, l'intuition tombe toujours sur un terrain préparé, c'est évident. Bon, mais chacun de nous avons, dans le domaine où nous excellons, par moments, des idées géniales, des idées lumineuses. Et lorsque le mental ne fait pas barrage, elle s'impose comme une évidence. C'est ainsi et pas autrement. Voilà décrite l'intuition. C'est ça. Je ne sais pas ni pourquoi ni comment, mais c'est évident. Voilà. Et elle s'accompagne, ces idées géniales, entre guillemets, d'un sentiment de joie et de liberté, ce qui nous permet de les distinguer des fausses intuitions, qui ne sont que la projection de nos désirs exaltés ou de nos craintes sur une personne ou une situation donnée. 17 quoi? Minutes? Il me reste 17 minutes, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ça. Ah, oh là, ça va vite, hein? Bon. Si l'intuition vient d'ailleurs, elle transite par nos entrailles. La neurobiologie nous apprend que 99, non, j'exagère, je ne sais plus, je me méfie des chiffres, des pourcentages, mais bon. En tout cas, l'essentiel des informations viennent du ventre et non pas du cerveau. C'est pourquoi on appelle désormais le ventre notre deuxième cerveau. Mais nos anciens en avaient l'intuition, parce que les Romains, enfin en latin, je dirais, le mot tête, c'est testa, et ça désigne une cruche en terre cuite. Donc c'est cette cruche que nous idéalisons. Bon, désolé de vous décevoir. Alors nous avons mis notre centre de gravité, mes amis, beaucoup trop haut, dans la tête, alors qu'il se situe au milieu du corps, au niveau du sacrum. Et vous voyez que sacrum, sacré, c'est le même mot. Vous y avez pensé à celle-là? Non. Bon. Alors pour les bouddhistes, hindous, taoïstes, c'est évident que notre centre de gravité, c'est là. 3 doigts sous le nombril. Hein? D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience en expirant profondément. Hein? Ça se situe 3 doigts sous le nombril. C'est le centre de notre énergie vitale, directement connectée au souffle de l'univers. Donc, écoutons davantage notre corps plutôt que notre tête, qui sait bien avant notre tête ce qui ne va pas dans notre vie. Ce qui nous éviterait bien de maux physiques et psychiques. Oui, bon. J'incarne pas ce que je dis, forcément, parce que... J'essaye. Pour Bouddha, le corps est plus intelligent. Il disait que le corps, c'est l'arbre de l'éveil. Contrairement à Platon et Saint-Augustin, qui considéraient le corps comme le tombeau de l'âme. Mamma mia. Bon. L'erreur de Descartes est d'avoir réduit l'homme à sa pensée, et surtout d'avoir considéré la pensée comme la mesure de toute chose. Or, comme disait Pascal, la dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la dépassent. Excusez-moi. De nos jours, la pensée est devenue trop lente, dans un monde qui bouge de plus en plus vite. Le temps qu'elle élabore de nouvelles lois, de nouveaux modèles, etc., eh bien, le réel est déjà métamorphosé. Et puis, surtout, ce qui est plus grave, elle n'agit la raison que sur la croûte du réel. Elle analyse en long et en large la banquise, ça, elle sait le faire, mais elle laisse de côté l'océan qui coule en dessous. Or, comme disait François Dalle, j'adore cette phrase, dans l'ensemble qui bouge, saisir ce qui commence. Magnifique. C'est pas moi qui l'ai dit.
Ce qui m'amène à la deuxième manière d'être intelligent autrement. Être attentif aux transformations souterraines et silencieuses. Adage chinois que j'adore. Qui voit l'invisible est capable de l'impossible. Dans l'invisible, en effet, se trouvent tous ces petits germes annonciateurs du futur. Certains germes doivent être cultivés, d'autres arrachés avant qu'il ne soit trop tard. Cette attention aux signaux faibles, aux petits germes, permet à un dirigeant de détecter les tendances porteuses sur lesquelles s'appuyer, mais aussi de détecter les dangers à venir afin de redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard. C'est le cas de Kodak, qui a disparu. C'est le cas de Digital Equipment, qui a disparu. La liste est longue, mais pourquoi ils ont disparu? Par exemple, le président de Digital Equipment, Kurt Olsen, que j'ai rencontré, eh bien, il ne croyait... le plus gros, je dirais, fabricant d'ordinateurs professionnels au monde, eh bien, il ne croyait pas à l'avenir du PC. C'est dingue, hein? Bon. C'est pour ça, Lao Tse dit, qui est attentif aux germes, ne connaît plus qu'au terme, ne connaîtra pas d'échec. Mais l'attention aux signaux faibles, c'est pas dans notre ADN, mes amis. Pourquoi? Parce que les philosophes de Lumière disaient que c'est bon pour les bonnes femmes, ils étaient machistes, qui lisent dans les cartes et dans les astres. Et seul n'a de valeur que ce qui est démontrable et mesurable. Alors, je voudrais dire que pour nous, connaître, c'est expliquer, c'est démontrer. Pour les Chinois, connaître, c'est éclairer. Et là, ils sont très très forts, les managers que j'ai rencontrés, pour éclairer les signaux faibles. En plus, ils ont cet adage, un détail qui cloche, c'est une cloche qui sonne. Mais pour nous, un détail, c'est sans importance. On hausse les épaules parce que toute notre éducation nous a appris à aller droit à l'essentiel, droit au but. Adage chinois qui m'interpelle toujours. L'arbre tordu vivra sa vie. L'arbre droit finit en planche. Oui, j'adore ça. Donc le chemin, pour eux, est plus important que le but. Le chemin se trace en marchant. Et sur le chemin, il y a des détours et des bifurcations. Bon. Je dirais, le chemin se trace aussi en prenant son temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il se trace en prenant son temps. Désormais, à mon sens, le bon leader n'est plus un lutteur. Le bon leader, c'est un surfeur. J'espère que certains d'entre vous font du surf. Ils utilisent le potentiel de la vague pour progresser, mais il sait aussi attendre la bonne vague. Et quand la bonne vague est là, il fonce. Il conjugue lenteur et rapidité, douceur et force, intuition et raison, méditation et action, etc. Ce qui m'amène à la troisième partie. 9 minutes. Zut. Ce qui m'amène à la troisième partie de cet exposé, l'intelligence. Intégrons la logique du et. Privilégions la logique du et plutôt que le ou. Et cette logique du et est illustrée par la fameuse figure, la célèbre figure taoïste du yin-yang, deux
poissons. D'ailleurs, peu de personnes perçoivent un poisson là-dedans. Hein. C'est 2 poissons tête bêche qui s'enlacent, enfin, qui sont là l'un contre l'autre, et ils forment une unité dynamique, pas statique, indissociable. Le yin représente notre pôle, je dirais, féminin, le yang, le pôle masculin. Et la ligne qui les sépare symbolise le mouvement. Donc le juste milieu dans la pensée chinoise, ce n'est pas, je dirais, l'entre-deux, la juste mesure, être ni blanc ni noir mais gris, ni chaud ni froid mais tiède. Le juste milieu, c'est l'alternance. Tout dépend des situations. Voilà. Mais ça peut être aussi la conjugaison des deux en même temps. Moi, quand j'étais prof à la fac, je devais en même temps fermeté, mais également douceur. Bon. Donc, voilà, le fameux en même temps à la Macron. Je l'ai pratiqué. Alors, évidemment, nous sommes plutôt une culture qui privilégie le yang, encore aujourd'hui. D'ailleurs, notre traduction du yin-yang, c'est le masculin et le féminin. C'est incroyable, on a inversé. Alors que dans le couple yin-yang, c'est le féminin qui domine, enfin qui précède, qui est important. Comme disait Lao Tzu, connais en toi le masculin, mais adhère au féminin. Bon. Évidemment, là encore, pourquoi on a du mal à intégrer cette logique du « et » ? Parce que nous avons appris à penser par opposition. Toute notre éducation nous a dressés à penser par opposition. Un exemple qui me frappe, eh bien, c'est notre fameux « oui, mais ». Hein, c'est presque un réflexe automatique. En Orient, on ne dit jamais « oui, mais », on dit toujours « oui, et ». Vous voyez la différence? Peut-être pas. Einstein disait « Nous avons absorbé la dualité avec le lait maternel. Si j'incarne le bien, évidemment, le mal est chez l'autre et doit être réprimé. Si, je dirais, si j'ai raison, eh bien l'autre a forcément tort. Donc, si vous voulez, la dualité exclut la possibilité d'une troisième voie. D'où, je dirais, pour tous les sages de l'humanité, c'est source de souffrance, la dualité, et source de toute violence. Puisqu'elle exclut la possibilité d'une troisième voie. Or, pour trouver une troisième voie, il faut recourir à l'imagination. L'imagination, ce n'est pas la folle du logis, c'est véritablement la faculté la plus importante pour l'être humain. Pourquoi? Parce qu'elle invente, alors que l'imagination ne fait que répéter. L'imagination, excusez-moi, la raison ne fait que répéter. Elle n'invente rien de nouveau. C'est pour ça Bachelard conseillait de penser contre son cerveau. Mes amis, le cerveau, c'est comme un éléphant. Ça trompe énormément. Évidemment, semblable à une gare de triage, le cerveau filtre tous les messages qui le dérangent, mais filtre aussi, non, les messages évidemment, mais aussi, je dirais, il retient essentiellement le négatif, parce que c'est un résidu de l'instinct de survie animale. Et les médias le savent bien. Hein, c'est pour ça qu'à la longueur de la journée, ils nous déversent des mauvaises nouvelles, ce qui permet d'augmenter l'audimat. Mais on en paye les conséquences. Le plus beau pays du monde est devenu le plus pessimiste du monde. C'est pourquoi Bouddha disait, enfin, il ne connaissait pas la France, mais enfin, cette phrase m'a interpellé. Le pessimisme est un laisser-aller. Il faut vouloir être heureux.
Et là, il y a du boulot. Il y a du boulot, mes amis. Il y a à défaire plus qu'à faire. Se défaire de toutes ces pensées sombres qui nous encombrent et qui plombent notre sensibilité. Or, comme disait le général Lecointre, que j'ai vu dire à l'école de guerre à ses officiers, la sensibilité, leur disait-il, c'est être humain, un devoir absolu. Coupé de votre sensibilité, vous vous livrez au pire. Donc, ce qui m'amène à la quatrième façon d'être intelligent, reprenons contact avec nos sens, sensibilité, il y a sens, loin d'être trompeurs, ils sont source de connaissances. Tous les textes sacrés que j'ai pu lire, les textes fondateurs de religion, disent bien que les sens, c'est primordial. Et parmi les sens, ils privilégient l'ouïe. Pourquoi l'ouïe? Parce que l'ouïe permet de capter l'inouï. C'est le même mot. Dans une réunion où chacun sait accueillir la parole de l'autre, eh bien, j'ai pu le constater comme vous, que 2 et 2, ça fait plus 4. 2 et 2, ça fait 22. Formidable. Au cours de l'histoire, ce sont les gens sensibles qui ont fait évoluer l'humanité. Ils ne sont pas parfaits, mais je dirais, ils sont à la fois visionnaires, audacieux, et ils s'engagent dans ce qu'ils font. Ils nous montrent la différence, mais comme vous, les dirigeants d'entreprise aussi font bouger les lignes, parce qu'ils montrent la différence entre choisir et décider. On choisit rationnellement, on décide intuitivement. Choisir, c'est peser le pour, le contre, pour limiter l'incertitude. Décider, c'est se jeter à l'eau, sans se préoccuper, en acceptant, je dirais, la part du risque qui va avec. Le pôle opposé au rationnel, ce n'est pas l'irrationnel. Le pôle opposé au rationnel, c'est l'audace, la passion de l'impossible. Voilà. Et c'est parce que vous, entrepreneurs, avez la passion du risque, que vous faites un métier de seigneur. Non, j'ai pas terminé. Oh non. Vous en avez marre? Pas du tout. Pas du tout. Non, excusez-moi. Ah bon, mais je vais vite, parce que je crois qu'il y a une chose très très importante à rajouter. Montaigne vous savez, ce que je dis, le pire des risques, c'est de ne pas en prendre, c'est la mentalité Maginot. C'est ça le pire des risques. Et Montaigne nous mettait en garde contre l'accoutumance qui abêtisse, disait-il, nos sens. C'est par les sens que l'on retrouve le bon sens. C'est par les sens que l'on retrouve notre essence spirituelle. Mais c'est par les sens aussi que l'on trouve le sens de sa vie. Voilà, la spiritualité est la chose la plus concrète qui soit. Elle n'est pas réservée à quelques-uns, elle est constitutive de la nature humaine. La spiritualité ne peut pas se développer dans un corps dont les sens sont atrophiés. C'est pas possible. Sensualité, spiritualité sont indissociables. Voilà. Mais pour cela, pour développer nos sens, il faut savoir lever le pied. C'est ce que disait Léonard de Vinci. Sachez vous éloigner de votre travail. Quand vous y reviendrez, votre jugement
sera plus sûr et votre créativité plus grande. Donc il s'agit de s'accorder chaque jour des temps de respiration. Sylvain Tesson disait « Éteignez tout, éteignez vos écrans ». Il a dit ça devant 5000 chefs d'entreprise. Éteignez tout et le monde s'allume. Hein? Regardez comme notre langue est sage, très sage, puisque le radical spire de spiritus, spiritualité, se trouve dans respiration, inspiration, aspiration. Hein? Et sans ce souffle, nous nous essoufflons et nous devenons des airs. Voilà. C'est d'ailleurs toujours dans ces moments de relâchement que l'inspiration surgit. Newton, en faisant la sieste sous un pommier, ou Archimède, détendu dans sa baignoire. J'aime beaucoup cette chanson des Beatles. Let it be. Et quelle est la deuxième phrase qui revient en boucle? Et vous aurez la réponse. Le lâcher-prise n'est pas laisser tomber. Le lâcher-prise, c'est laisser venir. Mais ce qui suppose une vigilance en même temps de tous les instants. Voilà. Wu en chinois veut dire à la fois connaître et éclairer. Or, nous répétons depuis des siècles, la nature a horreur du vide. C'est incroyable, hein? La pensée, si vous voulez, pour eux, c'est la folle du logis. C'est pour ça que la méditation prend tellement d'importance, parce qu'elle permet d'arrêter le tourniquet de nos pensées. Nous avons en moyenne 60 000 pensées par jour. Vous vous rendez compte? Et donc la méditation, et d'ailleurs, parfois nous sommes, avec ces pensées qui tournent en rond, parfois nous nous fixons sur une mauvaise fréquence, hein, avec des pensées qui reviennent en boucle, obsessionnelles. Or, la méditation arrête ce tourniquet de nos pensées. Elle permet, premièrement, de retrouver de l'énergie, parce que c'est fatigant de toujours penser, de trop penser. Deuxièmement, elle permet de voir la réalité telle qu'elle est. Et troisièmement, c'est formidable, troisièmement, elle permet, je dirais, elle libère des capacités insoupçonnées en nous. Et c'est l'occasion aussi, au travers de la méditation, de trouver qu'il y a dans nos tréfonds un espace libre, paisible, impersonnel, intemporel, créatif, aventurier, inventif. C'est ce que a ressenti Rimbaud lorsqu'il cria, ce cri que tout le monde connaît, « Je est un autre ». Donc il a senti la différence entre le « je » psychique, dans le « moi » psychique et le « je » spirituel. La pire chose pour nos anciens Grecs, c'est l'oubli de cette dimension spirituelle, de notre identité divine. Nous devenons personne, outis. Autrement dit, monsieur et madame Michou. On dit ça en français? Michou. Oui, c'est ça. Bon. Et donc, c'est en développant cette part divine, cette identité divine, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, cette dimension spirituelle, que vous devenez un être, je dirais, singulier. On vous aime pour votre singularité et non pour votre normalité. Hein? Et c'est pour ça, je dirais, je pense que nos sociétés iraient mieux, comme a dit Caroline, si on était moins personnel. Nos sociétés iraient mieux si on était moins sous l'emprise des émotions. L'erreur est de confondre l'émotion et la sensibilité. Or, nous avons tous des émotions, sensibles ou insensibles, mais regardez Trump,
Il est bourré d'émotions, mais coupé de toute sensibilité. Voilà. Paisible, disent les bouddhistes, celui qui a quitté la foire aux émotions. Le mot émotion est apparu au XVIIe siècle d'un mot latin, ex movere. Dans ma jeunesse, j'ai fait du latin et du grec, voilà. D'un mot latin ex movere qui veut dire ébranler. Et Spinoza conseillait d'explorer attentivement ses émotions parce que l'homme ne naît pas libre, disait-il, mais le devient. Je termine. 1 minute, 2 minutes. Vous êtes fatigué? Parce que j'arrive à la fin, hein, c'est pas... Bon. Mathieu Ricard fait une distinction, je trouve, très importante à connaître pour vous, entrepreneurs, la différence entre empathie et compassion. L'empathie, c'est une émotion qui conduit à en faire trop jusqu'au burn-out. Parce qu'on s'identifie à la souffrance de l'autre. Ce fut mon cas pendant 7 mois où j'ai accompagné mon mari. Voilà, il est décédé. Et donc, cette différence m'importe, puisque le mot compassion permet de garder une certaine distance. Je souffre avec toi, mais je ne suis pas toi. Permet de garder une certaine distance pour mieux aider l'autre. Et aussi pour mieux aider l'autre et réveiller son potentiel. Voilà. Et donc, si pour vous, pour moi, évidemment, c'était important à connaître, mais pour vous aussi, parce que cette distinction vous permet, je dirais, de préserver votre précieuse énergie, qui est la sève de croissance de votre entreprise. Je conclurai. 30 secondes. Je conclurai, je dirais, si nous sommes tous différents, et tant mieux, c'est notre richesse. Nous partageons tous, vous ici présents, et moi avec vous, les mêmes aspirations. La tendresse, évidemment. Nous aspirons tous à la tendresse. Nous savons tous que le bonheur est dans le lien plus que dans le bien. Nous aspirons tous aussi à trouver un sens à notre vie. Qu'ai-je à faire de ma vie? Au service de quoi je mets mon action ou mes actions? Quelles valeurs je défends? D'abord, je construis le pour-quoi et après, non, excusez-moi, d'abord le pour-quoi et après, je construis le comment. Et enfin, troisièmement, mais il y en a d'autres aspirations partagées, mais je me limite à 3. La dernière aspiration, nous aspirons tous à vivre avec liberté, avec simplicité, avec légèreté. Le poète Chesterton disait « Les anges volent parce qu'ils se prennent à la légère. » Et je vous donne le secret des anges, c'est l'humour. Un petit mot qui commence comme humilité et se termine comme amour. Merci. Vous pouvez applaudir Esna, votre invité ce matin. Merci infiniment. Cher Esna, je ne doute pas que tous les arbres tordus que vous avez en face de vous auront des questions, qui n'oublient pas de toute façon, qui termineront entre 4 planches de arbre droit. Ces arbres tordus auront des questions à vous poser tout à l'heure pendant le buffet, puisqu'on a préféré en effet que vous puissiez utiliser ces minutes supplémentaires et vous discuterez avec eux juste après, vous voulez bien? Applaudissez Esna, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On vous raccompagne, Esna.